Mes chers camarades, bien bonjour. Désolé, on n'est pas chez notre télé, on est chez moi. Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de la nouvelle de 8 septembre 2022 où la reine Elisabeth II d'Angleterre est morte. Mais vous n'avez sûrement pas vu passer que sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, les communautés d'Asie du Sud se sont mobilisées pour demander la restitution du Koh-i-Noor à leur pays. Du coup, cette actualité m'a fait poser la question. Est-ce que l'Angleterre doit rendre le diamant, le Koh-i-Noor, qui est sur les joyaux de la couronne, à leur pays? Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter la petite, très petite histoire du diamant Koh-i-Noor. Le diamant a été découvert au XIVe siècle, mais on ne sait pas quand exactement. Mais notre plus vieil écrit date de 1526 par l'empereur mongol Babur, qui est à l'origine de l'empire mongol. Dans l'idée commune indienne, les diamants étaient les pierres précieuses qui avaient le plus de valeur. Bien sûr, plus une personne en a, plus elle est riche et plus son statut est important. C'est en partie pour cela que quand le 5e empereur Shah Jahan monte sur le trône en 1628, il a décidé d'orner le trône de Paon en 1635 avec plein de pierres précieuses et surtout le diamant Koh-i-Noor. Mais en 1739, la capitale et du coup le palais ont été pillés par les Perses menés par Nader Shah lors de leur invasion en Inde. Et ce dernier, Nader Shah, lors du pillage du diamant, il le nomma Koh-i-Noor. Et ça vient du perse qui veut dire montagne de lumière. Et il restera en possession de Nader Shah jusqu'à son assassinat en 1747 pour aller entre les mains de son petit-fils jusqu'en 1751 où finalement le petit-fils de Nader Shah il le donna à Ahmad Shah Durrani, fondateur de l'Empire d'Afghanistan. Bon, après, il y a eu une guerre fratricide entre les frères pour savoir qui doit avoir le trône, la guerre se passe de 1793 à 1818. C'était plutôt sanglant. Il y a par exemple le demi-frère qui aveugle son autre frère. Il l'enferme ensuite dans un cachot pour que ensuite le demi-frère prenne le pouvoir en 1800. Et après, en 1803, le frère du premier empereur, Shah Jahan, reprend le trône et du coup il possède le Koh-i-Noor. Et après, cette même personne, Shah Jahan, en 1804, il cède le diamant au Raja Sikh Ranjit Singh. Et en 1839, le premier ministre de Ranjit Singh fait un coup d'état pour prendre le contrôle. Voilà, et il réussit. Mais en 1843, il se fait assassiner et vu qu'il n'a pas eu de descendance, on a décidé que le fils, âgé alors de 5 ans, de Ranjit Singh, serait au pouvoir. Le diamant, le Koh-i-Noor, finira par entrer dans les mains des Anglais en 1849, après la seconde guerre anglo-sikh, pour signifier la défaite des Sikhs en cadeau pour la reine Victoria, juste à temps pour l'exposition universelle de 1851, qui se déroule à Londres, où ils font exposer du coup le Koh-i-Noor. Mais bon, lors de l'exposition, les spectateurs n'étaient pas obnubilés par ce diamant, ils pensaient que c'était juste un gros bout de verre. Du coup, après cela, la famille royale le fit tailler en 1852 et il fut posé sur la couronne de la reine et aussi sur la couronne de la reine-mère Elisabeth II. Aujourd'hui, le Koh-i-Noor fait 105 carats, c'est-à-dire environ 10 millions de livres, et en euros c'est 11 600 000 euros. Et du coup, vu cette longue histoire quand même du diamant, on est en cas de se demander mais pourquoi il le demande maintenant, ou plutôt l'année dernière, après la mort de Elisabeth II. Pourquoi? En fait, c'est pas que depuis 2022 qu'il demande.
ça fait depuis 1947. En effet, l'Inde gagne son indépendance après être colonisée et oppressée par les Anglais. Elle gagne son indépendance en 1947. Et la pierre devient un symbole d'indépendance du pays vis-à-vis de la domination britannique. C'est pour ça qu'il le demande à partir de cette année-là. Mais on va voir que c'est un running gag. L'Angleterre a dit non. Mais il n'y a pas que l'Inde qui demanda le diamant. Il y a aussi le Pakistan en 1976, où le premier ministre de l'époque, Zulfikar Ali Bhutto, demanda dans une lettre du 13 août 1976 pour son homologue anglais James Callaghan la restitution du diamant au Pakistan. C'était en l'occasion de la fête annuelle de leur indépendance. Je cite: son retour au Pakistan serait une démonstration convaincante de l'esprit qui a poussé la Grande-Bretagne à se débarrasser volontairement de ses encombrements impériaux et à mener le processus de décolonisation. Voilà, ça c'était dans la lettre. Et Monsieur Callaghan y répondit par: je n'ai pas besoin de vous rappeler les différentes mains par lesquelles la pierre est passée au cours des 2 derniers siècles, ni que le traité de paix conclu avec le Maharaja de Lahore à l'issue de la guerre de 1849 prévoyait explicitement son transfert à la couronne britannique. Je ne pouvais pas conseiller à Sa Majesté la Reine de la céder. En 2000, l'Inde est de retour et dans une lettre signée par tous les députés de chaque chambre du Parlement indien, dans une lettre qui était destinée à l'Angleterre, c'était la demande de la restitution du diamant. Ils ont choisi ce moment en précis parce que c'était à la suite d'une initiative du Premier ministre Tony Blair qui visait à restituer à leur pays d'origine des objets d'art acquis pendant le colonialisme. Et du coup, ils ont demandé que le joyau soit renvoyé à New Delhi. La même année, en Afghanistan, les talibans demandent aussi le diamant. Ils disaient que la reine devait le rendre dès que possible, pour qu'ils puissent l'exposer au musée bombardé de Kaboul. Et les talibans déclaraient que le diamant était la propriété légitime de l'Afghanistan. Robert Kluivert, de la Société de la préservation du patrimoine et de l'Afghanistan, a déclaré qu'il doutait que les talibans puissent protéger ce diamant. C'est affaire classée sans suite, on n'en reparle plus, jusqu'en 2010 et 2013, où le Premier ministre David Cameron qui déclare que le diamant restera en Angleterre. On retourne en Inde en 2016, où une organisation non gouvernementale, All India Human Rights and Social Justice Front, a intenté une action en justice pour obtenir la restitution du diamant. Toutefois, le solliciteur général de l'Inde, Ranjit Kumar, a déclaré à la Cour suprême que le diamant avait été donné à la reine Victoria en 1850 par un roi sikh au XIXe siècle. Du coup, le diamant n'est pas aux Indiens. Et on termine bien sûr tout cet historique de demande de restitution par 2022, où des internautes sur Twitter ont dit par exemple: l'Inde peut-elle récupérer le diamant Koh-i-Noor / tout ce qui a été volé dans le musée britannique? Un autre a même dit alors quand est-ce que ces colonisateurs nous rendront le diamant du Koh-i-Noor qui nous a pris? Le hashtag Koh-i-Noor a été partagé par des dizaines de milliers d'internautes et ils ont aussi répondu au message que le Premier ministre Narendra Modi qui rendait hommage à la reine Elisabeth II. C'est problématique parce qu'un diamant, c'est de la matière première. Certes taillé par l'homme, mais c'est de la matière première. Imaginons que pendant le Moyen-Âge, l'Espagne était une grande puissance et conquit la région angevine. Disons ça. Imaginons que les Angevins faisaient déjà à l'époque des ardoises. C'est notre patrimoine, notre culture angevine, on fait des ardoises. Imaginons qu'ils le faisaient déjà avant. Et du coup, l'Espagne, ils auraient pu dire:
Ah mais c'est joli ces ardoises là, hein. Ah je les aime bien. Je vais les prendre pour moi. Je vais vous faire travailler pour moi. Et je vais les mettre pour ma cathédrale là. J'ai pas terminé de construire ma cathédrale à Madrid là. Ça va beaucoup m'aider. En plus c'est très joli là. Je vais les garder pour chez moi. Imaginons qu'il se passe ça. Et que des siècles plus tard, 2022 ou du coup 2023, les Angevins découvrent que les ardoises, que le toit de la cathédrale de Madrid est faite avec des ardoises angevines. Ce serait peut-être un peu bizarre que les Angevins demandent la restitution des ardoises. Parce que c'est déjà construit et même s'ils le font, ce serait enlever des ardoises d'un toit. Mais c'est vrai que pour les Indiens, c'est une situation différente, hein. L'Angleterre les a colonisés, oppressés pendant de longs siècles. Et le fait que ce soit sur la couronne britannique, cela pourrait montrer qu'ils ont un peu toujours du pouvoir sur eux. Et du coup, c'est vrai que oui, ils pourraient le prendre mal. Et oui, c'est compréhensif. Mais supposons que l'Angleterre accepte et rende le diamant, ce qui est peu plausible. Hein. Mais à qui il doit les rendre déjà? Est-ce que c'est à leur pays, le pays d'extraction du diamant, du coup l'Inde? Est-ce que c'est le Pakistan ou l'Afghanistan? Mais sinon, même si par exemple ils le rendent à l'Inde, comment l'Inde l'exploserait en fait, le diamant? Est-ce qu'il expose le diamant tout seul? Ou avec la couronne, la vraie couronne, avec une fausse couronne? Et la tour de Londres, là où le diamant est exposé, comment ils font pour remplacer le diamant? Est-ce qu'ils remplacent avec directement une autre pierre précieuse? Parce que j'imagine qu'ils en ont plein, hein. Ou est-ce qu'ils remplacent avec un faux diamant fait du coup en verre? Ça pose ce genre de questions et du coup c'est pour ça que c'est problématique. C'est que il n'y a pas de solution à long terme par rapport à ça. Cette demande de restitution du Koh-i-Noor est peut-être passée vite sous silence. On n'en parle même plus aujourd'hui. Hein. Mais ça montre le problème du pillage pendant l'époque colonialiste de l'Angleterre sur le territoire indien. Surtout si l'objet a une grande histoire comme le Koh-i-Noor. Mais on pourrait par exemple essayer de faire une exposition itinérante avec les joyaux de la couronne dans les pays concernés, racontant l'histoire des joyaux de la couronne, un peu aussi sur le thème du colonialisme et de l'emprise de l'Angleterre sur les pays qui l'a colonisé. Malheureusement, le Koh-i-Noor n'est pas le seul à créer ce genre de polémique. On peut penser, si on reste en Angleterre, aux frises du Parthénon prises par Lord Elgin au début du 19e siècle, pendant que la Grèce était sous l'emprise de l'Empire ottoman. Et depuis 1852, la Grèce demande la restitution des frises du Parthénon, entre autres. Mais bien sûr, l'Angleterre refuse, et c'est un argument que disait le Premier ministre David Cameron. S'ils font une exception pour eux, il faudra qu'ils le fassent pour chacune des autres œuvres qui viennent d'un autre pays, et que du coup, le British Museum sera vide. Voilà.